Bienvenue au musée de la Légion d'honneur et des ordres de chevalerie. Ce musée qui fait partie donc de la grande chancellerie où l'école polytechnique a eu la chance de recevoir la Légion d'honneur. C'est un plaisir pour moi de vous accueillir aujourd'hui pour cette visite un peu spéciale puisque c'est une visite qui va être une visite conférence, c'est-à-dire que je vais essayer d'axer effectivement la visite sur un certain général que je crois vous connaissez un petit peu, le général Dufour, qui a donc reçu entre autres cet ensemble de décorations, mais en même temps sur lequel je pense que on m'a-t-on dit, beaucoup de questions, et essayer de vous faire découvrir le musée, essayer de qu'il y ait un maximum d'échanges, faire de cette visite un temps le plus convivial, et j'ai conscience en plus que vous allez visiter un musée de petits objets, donc de médailles, donc n'hésitez pas à aller vers les vitrines, à poser un maximum de questions, ce que je ferai, parce que j'ai bien conscience aussi que la journée a été un tout petit peu longue, je vous promets que la visite ne durera pas 2h30. Mais je vais tâcher que ce soit une visite par point d'étape. Nous allons aller dans les salles, je vous présenterai Dufour la salle, ou l'inverse, et je vous laisserai un temps d'échange. Vous pourrez venir soit poser vos questions de manière collégiale, soit aller vers les vitrines, etc. On fera 3 points d'étape, où il y aura vraiment un discours de ma part assez général, si je puis dire, puis un temps où vous pourrez aller voir les vitrines, où nous pourrons échanger, me poser vos questions, tenter de me piéger, je vous en prie. Alors plus sur le général Dufour, je pense. Et faire de cette visite vraiment un moment, c'est un plaisir que de vous accueillir au musée de la Légion d'honneur. C'est un plaisir que d'avoir cette visite qui parfait le partenariat entre le musée de la Légion d'honneur et le musée de l'école polytechnique. Un grand merci à Gwenaëlle pour cela. C'est vrai que ça fait bientôt 1 an que nous sommes rentrés en contact et que nous échangeons énormément. Et votre venue fait partie de cela et c'est un grand plaisir. Donc en avant et surtout, le musée est ouvert à ce moment rien que pour vous. Donc n'hésitez pas à me poser un maximum de questions. En avant, avec grand plaisir. Suivez-moi. Venez. Prenez toute la place. Donc, premier point, si je puis dire, de visite de ce musée. Et je ne suis pas quelqu'un qui va faire une montée en crescendo. Je pense qu'il faut tout de suite démarrer par le principal. Vous êtes donc ici dans le cœur du musée. Vous êtes dans la salle de la Légion d'honneur. Et on m'a fait remarquer que je ne m'étais peut-être pas présenté. Pardon, oui, je suis Tom Dutheil. Je suis conservateur au musée de la Légion d'honneur et des ordres de chevalerie. Et donc, évidemment, le général Dufour, la principale distinction qu'il va recevoir, celle dans laquelle il va gravir tous les grades et dignités, c'est la Légion d'honneur. Alors avant de parler de celle du général Dufour, celle au pluriel, qui pose... Alors si vous voulez, je peux vous faire passer, j'en ai imprimé 2, je peux vous faire passer ces décorations pour que vous puissiez regarder ce dont je parle. N'hésitez pas à faire passer, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, je suis absolument désolé, c'est le moment où le musée, mais ça donne un côté écrin au musée. Cette Légion d'honneur, le général Dufour va la recevoir en tant que jeune officier de la Grande Armée en 1814. Je vous dirai tout, les différents grades et dignités. Quelle est cette Légion d'honneur? Eh bien, cette Légion d'honneur, c'est une distinction qui va être créée par Napoléon Bonaparte, premier consul. Vous avez ici notre Joconde, notre tableau le plus important. C'est le tableau de Napoléon Bonaparte par Gros, qui est l'une des iconographies napoléoniennes les plus importantes, parce que l'une des plus réalistes, l'une des plus anciennes, et surtout l'un des rares portraits réalistes de lui en premier consul. Et j'insiste bien parce qu'on pense souvent 2 choses, que Napoléon Bonaparte crée la Légion d'honneur en tant qu'empereur, et surtout qu'il ne la crée uniquement pour décorer des militaires. 2 idées complètement fausses. Ne prononcez jamais, sous le Premier Empire, l'expression « ordre de la Légion d'honneur ». La Légion d'honneur est une distinction républicaine et universelle. C'est la grande force de cette distinction. Napoléon Bonaparte accède au pouvoir alors que le paysage des honneurs français est complètement vide. Il n'y a plus rien. Tout ce qui existait sous l'Ancien Régime a été supprimé avec la Terreur. Or, il y a 12 armées françaises de soldats citoyens à récompenser notamment. Et Bonaparte va comprendre une chose, va comprendre qu'il est important de réorganiser la société française et que pour cela, il lui faut une nouvelle élite, élite au premier sens du terme, élite avec des personnes qui servent d'exemple, qui soient mis en avant pour avoir des exemples, pour réunifier la société. Et pour réunifier la société, il faut donc des personnes de toutes les catégories socio-professionnelles. Et donc, quand il institue la Légion d'honneur en 1802, c'est une distinction
d'exemplarité. On ne décore pas des surhommes, des surfemmes, des héros, pas que. On décore des citoyens qui sont, dans toutes les franges de la société, jugés exemplaires dans leur domaine d'expression. David pour la peinture, Parmentier pour l'agronomie. Vous aurez après évidemment Berthier ou d'autres pour la Grande Armée, etc. Vous avez vraiment cette idée que là, tout le monde doit pouvoir recevoir cette distinction. Avec une idée que ce n'est pas un ordre de chevalerie. Il n'y a pas un grade unique où quand vous êtes dans le club, vous y êtes. Il y a cette idée que vous devez pouvoir continuer à vous distinguer par vos mérites. C'est un encouragement, une nourriture de l'exemplarité et du mérite. Donc différents grades. Chevalier, alors, membre au départ qui va devenir chevalier avec la noblesse impériale, chevalier, officier, commandant qui va devenir commandeur, grand officier qui est au départ le plus haut grade, puis pour des raisons diplomatiques et pour la recréation d'une cour impériale, la dignité de grand aigle qui deviendra grand croix. Ce qui va donner, à partir de la Restauration, chevalier, officier, commandeur et de dignité, grand officier, grand croix. Voilà pour sa composition, voilà pour l'idée première de la Légion d'honneur, et cette idée ne va pas changer. L'idée d'une décoration unique pour toutes les franges de la société, certes il va y avoir des mérites des ministères, les palmes académiques, les arts et lettres, mais tout le monde doit pouvoir accéder à la Légion d'honneur, avec une frange pour l'État, pour les citoyens français. Quand vous êtes citoyen français, vous êtes membre de la Légion d'honneur, une frange diplomatique pour les étrangers. Quand vous êtes récipiendaire étranger de la Légion d'honneur, vous n'êtes pas compté comme membre de la Légion d'honneur. Vous la recevez à titre du ministère des Affaires étrangères, à titre diplomatique. C'est une frontière assez ténue. Dufour est l'exemple même d'une récompense plus pour le mérite qu'à titre diplomatique d'un citoyen étranger. D'autant plus que Dufour étant le seul Suisse de cette période, grand croix de la Légion d'honneur, jusqu'au dans les années 2020 quand même. Bref, voilà pour la Légion d'honneur qui va gravir, qui va affronter les différentes époques. En France, on est un petit peu amoureux des révolutions, surtout au XIXe siècle. C'est un peu un sport national qu'on pratique tous les 20-30 ans. Je ne vais pas parler de la période contemporaine en croisant les doigts, mais toujours est-il que qui dit révolution dit changement de régime. Que faire de la Légion d'honneur? Elle va être conservée à chaque régime, mais son insigne, comme vous pouvez le voir sur les feuilles que je vous ai fait passer, va être modifié. Et c'est là où j'en viens au général Dufour, avant de vous passer la parole pour vos questions. Dufour, vous ne l'ignorez pas, va servir notamment dans le génie, va servir dans le régiment des sapeurs et dans l'établissement de fortifications sous le Premier Empire, va être fait chevalier de la Légion d'honneur en juin 1814, principalement pour l'édification des fortifications à Corfou. Il servira sous les 100 jours, il sera d'un bonapartisme invétéré, ce qui lui vaudra d'ailleurs de ne pas être très en vue sous la Restauration. Vous remarquerez qu'il est décoré par à peu près tous les régimes français, sauf la Restauration. Toujours est-il qu'effectivement, il va se distinguer principalement par l'établissement des fortifications contre les Anglais à Corfou, cette île de l'Adriatique extrêmement importante, extrêmement stratégiquement très importante en Méditerranée, on va dire le giron méditerranéen, va lui valoir d'être fait membre de la Légion d'honneur. C'est ce petit insigne-là, tout simple, de chevalier. Je passe sur celui-ci qui est une énigme absolue, puisque c'est un insigne de chevalier du Second Empire. Pourquoi cela figure-t-il dans ces décorations? À mon avis, c'est un peu un méli-mélo de la famille, parce que ça ne peut pas lui avoir appartenu. C'est là où c'est toujours très intéressant, parce qu'il est sous le Second Empire, il est déjà depuis très longtemps à des grades plus élevés. Pourquoi donc figure-t-elle ici? C'est une excellente question. Est-ce que le devant est le même des deux côtés, la face? Alors, sous le Premier Empire, c'est l'effigie de l'empereur à l'avers, l'aigle impérial au revers. Ce sera la même chose sous le Second Empire, mais la morphologie, c'est très très clair que c'est un signe date du Second Empire. Ça ne peut pas en être autrement. Ce n'est pas un autre exemplaire du Premier Empire. C'est la même définition, mais on n'en est plus à la même manière de fabriquer. Je vous montrerai les subtilités. C'est une effigie d'Henri IV. Non. Dans celle-là que vous avez. Non, c'est pas un effigie d'Henri IV. Monsieur Dutheil, vous avez dans l'assistance des descendants du général Dufour. Donc on va leur poser une question. Alors c'est une excellente question. Oui, savez-vous s'il y a quelqu'un qui a pu être fait chevalier de la Légion d'honneur sous le Second Empire dans votre famille? C'est vous-même qui êtes descendant du... Moi et mon frère qui est là. Ah, alors je serais très curieux, parce que celle-ci est vraiment m'a donné quelques cheveux blancs. Savez-vous si j'avais une personne, un descendant, un enfant? Oui. Dans l'inventaire de
Dufour qui a été fait par son gendre, il est indiqué qu'il y a 2 croix de la Légion d'honneur en tant que chevalier. Les 2 exemplaires, c'est indiqué par lui. Alors, est-ce qu'il s'en est reprocuré une sous le Second Empire? Elle ne peut pas être Premier Empire. Ça, vraiment, je suis donc... La mention, 2 exemplaires. Dans son inventaire après décès? Parce que là, moi j'ai peut-être une théorie, c'est que Dufour, normalement, a reçu la Légion d'honneur de Napoléon Ier. Ah oui, ça, je vous confirme. Oui, mais sauf qu'en pratique, il l'a reçu de Louis XVIII. Et donc, il a reçu. Et nous, on s'est posé la question, on a demandé à la Bibliothèque de Genève et au Centre d'iconographie genevoise à démonter le tableau pour avoir le recto verso. Et donc, la première, c'est Henri IV avec la fleur de lys. Alors, je ne l'ai pas en photo, celle-ci, mais elle n'est pas dans le cadre de cette décoration. Et c'est très étonnant parce qu'il a été exilé sous la Restauration. Il n'est pas du tout en vue et typiquement, il ne renvoie pas de serment à Louis XVIII. Vous êtes sûr que c'est... J'ai des doutes comme quoi ce soit Louis XVIII qui lui est remise. Alors c'est Louis XVIII, d'ailleurs, il y a un décalage entre... Elle nous a posé beaucoup de problèmes de compréhension, sa première, parce qu'on s'est dit, tiens, est-ce que comme lui, il était plutôt bonapartiste que royaliste, peut-être qu'il n'a pas aimé que la médaille que devait lui donner Napoléon a été remise finalement par Louis XVIII. Et donc avec l'effigie d'Henri IV et la fleur de lys, au lieu d'avoir Napoléon Ier et l'aigle derrière. C'était un peu la Alors là, pour moi, il y a des choses à éclaircir, je pense. Excusez-moi, c'est Dufour qui a écrit lui-même 2 exemplaires. Ça a été contrôlé par son gendre, mais c'est lui qui fait la liste des objets et il met pour le chevalier 2 exemplaires. Et voilà, et en rachetant un modèle de chevalier. De chevalier napoléonien, alors que s'il avait avant été une croix royaliste, il n'était pas sa tasse de thé. Mais alors, ce qui est très étonnant, c'est que la croix qu'elle a est purement Premier Empire. D'après ce que dit monsieur, il y a eu un démontage de il y a une des qui a au dos Henri IV. Oui, donc là, il faudrait... J'ai pas cette photo-là, vous voyez? Je vous transmettrai le... Oui, parce que cette photo-là, je ne l'ai pas eue et ça m'intéresse parce que c'est vrai que quand on lit, moi, du coup, je me suis un peu fouillé. Et en fait, quand vous avez... Louis XVIII reprend la Légion d'honneur, mais il la reprend, vous savez, il dirait cette expression assez amusante, chacun a sa croix à porter, moi c'est la croix de la Légion d'honneur. En disant bien qu'il garde la Légion d'honneur, mais elle est très marquée politiquement, la Légion d'honneur. D'autant plus que c'est la première distinction qu'a l'effigie d'un chef d'État dessus. Donc lui, sur les conseils de son neveu, le duc de Berry, va faire modifier, avec Henri IV à l'avers et les fleurs de lys au revers. Mais vous ne recevez la Légion d'honneur, vous ne conservez la Légion d'honneur, vous ne la recevez de Louis XVIII que si vous avez reprêté serment. Et donc généralement, c'est là où il y a eu des reconstitutions de dossiers et de matricules dans lesquels ne figure pas Dufour, ce qui laisse à penser qu'il, comme les bonapartistes qui sont restés purement bonapartistes, n'ont retrouvé une réelle assise et n'ont retrouvé un réel rôle et leur organisation de dossier que sous la monarchie de Juillet. Ce qui est possible, oui, mais en tout cas, c'est très intéressant. Mais ce qu'il a pu, c'est effectivement, enfin en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir cet insigne de chevalier du Second Empire, alors que sous le Second Empire, il est déjà grand officier et qu'il n'avait plus de raison de se procurer un insigne de cette époque et d'avoir un insigne Restauration, alors qu'il n'était pas du tout, et que son dossier n'est pas dans les reconstitutions des dossiers de la Restauration. Mais c'est là où c'est notre rôle, c'est de réussir à prendre les pièces du puzzle, de les mettre toutes ensemble et c'est là où les décorations sont intéressantes parce qu'elles racontent chaque décoration, même si on pourrait dire qu'elles sont toutes les mêmes, c'est là où elles racontent des histoires particulières. C'est là où ce serait intéressant de savoir pourquoi il a une décoration Second Empire. Est-ce qu'il s'est dit j'en veux une décoration marquée Bonaparte, ce qui est tout à fait probable, c'est votre hypothèse que je trouve tout à fait, à mon avis, fondée. Voilà, c'est là où les décorations deviennent intéressantes, tout à fait. Donc il est fait en tout cas chevalier sous le Premier Empire, à la fin du Premier Empire c'est vrai, puisqu'il est fait en juin 14. Il va ensuite... Il la reçoit en 18. En 17-18. Il la reçoit plus tard. Il la reçoit plus tard, ce qui n'est pas dans son dossier. Que l'empereur lui a décerné la Légion d'honneur. Bah oui, ça c'est pas dans son dossier, typiquement. Il reçoit la Légion d'honneur officielle, enfin la remise officielle. Ce qui explique... Beaucoup plus tard. Et c'est amusant parce qu'à ce moment-là... qui lui la remet. Ce qui est amusant, c'est qu'en plus, il est déjà exilé. Enfin bon, il y a un vrai...
et qu'il n'a pas de nouveau dossier, qu'on ne lui a pas donné de nouveau dossier matricule. Ouais, une petite énigme à résoudre là, mais qui me posait déjà une petite question. Donc, le reste est plus fluide à la rigueur. Mais c'est assez logique puisque c'est quand même une période assez trouble. D'autant plus qu'il y a certains méandres géographiques pour Dufour qui peuvent l'expliquer. Monarchie de Juillet, il va recevoir la Légion d'honneur, il va devenir officier en 1832, très certainement pour sa nomination comme directeur de l'école centrale fédérale de Toul. J'ai cherché à peu près les raisons et ce pourquoi, à titre diplomatique, Louis-Philippe avait pu le nommer. C'est ce qui se rapproche le plus en termes de logique, si on compare les personnes qui sont nommées en même temps et à peu près dans la même période. Quand on voit les échanges diplomatiques pour sa nomination, il parle de son titre de directeur. Dans sa liste, il a ajouté une mention qui est après l'armement de 1832 pour le maintien de la neutralité suisse. C'est la mention que... C'est la mention qu'il donne. Alors c'est amusant parce que lui donne ça et les échanges de lettres, c'est très amusant. Comme quoi quand on cherche... mais c'est dommage. Les archives du Four ces derniers mois. Mais c'est très intéressant parce que comme moi j'ai fouillé les archives diplomatiques en essayant, parce que c'est des nominations, autant la première c'est une nomination du fait de la Grande Armée, ça il n'y a pas de doute possible, autant c'est Corfou, c'est vraiment son acte principal. C'est Corfou pour deux raisons d'ailleurs, c'est la fortification, mais c'est le fait qu'il a réussi à négocier une reddition dans des conditions très très honorables avec les Anglais. Mais le reste, ça devient des nominations vraiment pour des causes, entre guillemets, enfin, comme on va nommer. Et d'ailleurs, il rentre dans les nominations à titre diplomatique. Donc, quand vous lisez les listes, il passe comme citoyen suisse, réellement. Et moi, ce que j'avais trouvé, c'était vraiment, ils évoquaient, mais du coup, c'est aussi pour la neutralité sud. C'est comme quoi, mais c'est très intéressant que c'est lui-même qui l'écrit de son... C'est lui-même qui l'a rajouté, entre parenthèses, après, quand il fait la liste de ses décorations, officier, le 11 janvier 32, tout à fait. Entre parenthèses, justement après l'armement de 1832 pour la neutralité de la Suisse par rapport pour le maintien de la neutralité suisse après les nominations. C'était une de mes hypothèses et c'est amusant comme quoi la correspondance... tant mieux, il y a les deux, donc c'est parfait. Mais on va confronter parce que du coup, c'est amusant. Comme moi, j'ai vraiment fait... Pour nomination diplomatique, c'est les archives à la Courneuve que j'ai vraiment consulté pour... Et du coup, commandeur, là, ça va très vite après. Il est nommé commandeur en 1849, donc sous la toute jeune Deuxième République. Alors c'est intéressant parce que la Deuxième République est une de ces républiques qui n'a pas voulu maintenir la Légion d'honneur. C'est une décoration républicaine et les seuls qui ont voulu supprimer la Légion d'honneur, ce sont les régimes républicains. En France, on aime les paradoxes. Mais la Deuxième République est celle qui va être la plus vindicative, vraiment, parce qu'elle veut revenir aux sources de la Révolution et va être la plus vindicative vis-à-vis de la Légion d'honneur, va d'ailleurs revenir à des sources très proches, puisque si vous regardez l'insigne, c'est un insigne sans couronne, où on revient avec la devise Bonaparte premier consul, donc on revient vraiment à quelque chose de purement républicain. Et en 1949, c'est un des rares étrangers qui va être élevé au grade de commandeur. Il y en a vraiment très très peu, parce qu'on est très parcimonieux avec les nominations, et surtout les nominations à titre diplomatique. Et là, moi, ce que j'ai trouvé dans les réflexions, encore une fois, diplomatiques, c'est qu'il est nommé au titre de sa nomination comme commandant de l'armée suisse. Vous allez me dire si c'est quelque chose qui correspond aux archives du Four, si dans ces annotations, mais en 1849, c'est ce qui correspond le plus logiquement à ce moment de la Deuxième République qui effectivement surveille un peu ce qui se passe à ses frontières. Ça correspond à peu près ou là vous avez des annotations? J'ai la lettre de Napoléon III du 12 mars 1949. Donc oui, Napoléon Bonaparte. Il y a une question d'autre chose, mais là c'est la partie qui était dictée. Et là c'est Louis-Napoléon Bonaparte donc, qui prend lui-même la plume et il écrit « Mon cher général, je veux vous dire quelques mots d'amitié et vous annoncer que dans peu de jours, je vous enverrai la croix de commandeur comme une preuve de mon amitié et de ma haute estime pour votre si honorable caractère et votre carrière si bien remplie. Bien des choses à votre famille. Oui, donc c'est vraiment ça. C'est une nomination au titre de son grade d'officier, enfin de commandant. Et en plus, effectivement, Napoléon III l'ayant eu en signe d'amitié. Tout à fait. Son insigne de commandeur est ici. C'est absolument rarissime. Des insignes de commandeur en or de la Deuxième République comme ceci, avec un ruban assez particulier. C'est un très grand ruban. D'habitude, les rubans de commandeur sont moins larges. C'est vraiment un très grand ruban. En 1949, il est général pour la deuxième fois.
Oui, tout à fait. en chef pour la deuxième. Comme chef pour la deuxième fois, mais le régime vient de changer. Et donc, que ce soit Louis-Napoléon Bonaparte, il y a toute une logique à ce que Louis-Napoléon Bonaparte, prince-président, le décore, effectivement, à ce moment-là. Grand officier, c'est la toute fin de la présidence, les débuts du Second Empire. Là, il y a de nouveau un signe d'amitié du futur empereur, qui est empereur, mais qui n'a pas encore été couronné, si je puis dire, puisqu'il faudra attendre le 2 décembre 52. Il a fait le coup d'État le 2 décembre 51, il faudra attendre le 2 décembre 52. Qui lui remet donc des insignes de grand officier, d'un modèle encore plus rare, puisque c'est ce qu'on appelle le modèle présidence. C'est ce modèle qui conserve l'insigne de la Deuxième République avec une couronne. Louis-Napoléon Bonaparte se rapproche petit à petit de l'Empire, se rapproche de l'insigne du modèle de son oncle, avec une plaque de fabrication privée absolument rarissime, très belle. Ça, c'est un modèle que j'avais jamais vu, qui est vraiment très très beau, vraiment particulier. Avec l'aigle du bon côté, un aigle non couronné, puisque c'est encore la Deuxième République, officieusement l'Empire a été proclamé. Là, à 2 titres, l'amitié de Louis-Napoléon Bonaparte qui devient empereur et le cofondateur de la compagnie des chemins de fer Lyon-Genève. Donc c'est un moment où Louis-Napoléon Bonaparte va vraiment cibler les grands industriels. C'est vraiment une particularité de la fin de la Deuxième République, du début du Second Empire, avec cette idée. Après, il retournera vers ce que faisait son oncle, c'est-à-dire plutôt des nominations militaires. Mais à ce moment-là, Napoléon Bonaparte va vraiment être dans cette industrialisation, cette proto-industrialisation de la France qui va dans ce sens-là. Je ne sais pas s'il annote quelque chose pour grand officier, Justement, c'est mais... la seule décoration sur laquelle il n'y a aucun commentaire. Bah, Pas de lettres. de deux choses l'une. C'est ça ce qui m'a De deux choses l'une. Dufour est très proche. Dufour a il y a une vraie proximité. Dufour, Napoléon III. L'un a été professeur de l'autre, etc. C'est certain. Toujours est-il que grand officier, soit vous donnez la Grande Croix tout de suite, et là c'est un signe d'amitié d'un chef d'État à un officier, etc. Grand officier, de cette manière-là, à cette période-là, il y a quelque chose d'autre. Ça peut, comme commandeur, il y a un signe d'amitié plus une justification, et la logique voudrait que là, il y a un signe il y a un développement industriel qui va vraiment dans le sens de ce que veut Napoléon III, futur Napoléon III, donc ça ferait tout à fait sens. Et c'est ce qui ressort de ce que j'ai pu trouver. Et enfin, 1866, l'aboutissement parce que c'est le seul Suisse Grand Croix de la Légion d'honneur de l'histoire, c'est quand même pour l'instant, donc c'est quand même pas rien, c'est quand même assez unique. 1866, il est fait, c'est un des 8 Grands Croix de l'année 1866, autant vous dire qu'on n'en donnait pas beaucoup, qu'on n'en donne toujours pas beaucoup. 8 Grands Croix, 4 à des Français, 4 à des étrangers. Vous avez le prince de Metternich, vous avez un archiduc d'Autriche, vous avez un citoyen belge, un industriel belge, et le général Dufour, qui est fait Grand Croix en 1866. Et vous avez ces insignes qui sont du modèle on ne peut plus classique, du fournisseur de la grande chancellerie. Ça, c'est donc Cousy le Moine, c'est un très beau modèle on ne peut plus classique, et c'est absolument unique puisque c'est le seul Suisse Grand Croix de la Légion d'honneur. Une question, donc dans les Grands Croix de la Légion d'honneur, oui. Aujourd'hui, combien est-ce qu'on en distribue chaque année et combien il y en a en stock? On en distribue 3 chaque année, grand maximum, en moyenne. Je vous donne une moyenne parce que la Grand Croix est vraiment à la discrétion du président de la République. Mais typiquement, sur les 2 dernières années, vous en avez eu 3 grand maximum pour les promotions civiles et militaires. C'est 0,012% de la population. Avec une vingtaine de Grands Croix actuellement. Par exemple, il y en a une vingtaine de vivants. Oui, tout à fait. Donc c'est quelque chose d'extrêmement rare. Les Français, Alors, là, je vous donne les chiffres pour les Français. D'accord. Alors, je vais bien insister là-dessus. La Grande Croix, telle qu'elle a été créée pour 2 raisons. Une dignité particulière pour les plus hauts, les plus importants citoyens, initialement les plus hauts dignitaires de la cour impériale. Elle est créée en 1805. Donc là, on est vraiment dans le Napoléon qui, du chef d'État républicain, va virer vers l'empereur qui reconstitue une cour avec l'appareil de fonctionnement d'une cour impériale. Donc c'est l'appareil aussi bien de ce que l'on porte, de ce que l'on remet. Et donc la Grande Croix, qui s'appelait Grand Cordon ou Grand Aigle à l'époque, va avoir 2 usages. Un usage pour distinguer les grands personnages de la cour, Berthier, Talleyrand, Murat, Cambacérès et j'en passe, pas plus d'une 60aine, donc quelque chose de très 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 limité, et ouverte aux chefs d'État étrangers. La Grande Croix est ce qui doit permettre, ne serait-ce que matériellement, la Légion d'honneur, qu'est-ce que c'est sous le Premier Empire? C'est ce que vous avez là, une aigle d'argent si vous êtes membre, chevalier, une aigle d'or si vous êtes tous les grades supérieurs. Ce qui fait que vous êtes Murat,
en 1805, au tout début, vous avez beau être un prince de l'entourage, un prince de la famille impériale par mariage, le seul insigne de la Légion d'honneur que vous portez, c'est une petite croix en or à la poitrine. Alors que les pays étrangers, dans la recréation d'une diplomatie impériale, se mettent à vous proposer un cordon, une plaque, des insignes beaucoup plus prestigieux. Donc il faut à Napoléon, il ne va pas proposer au roi de Prusse d'échanger des ordres d'ancien régime extrêmement prestigieux contre une petite distinction en or. Donc il lui faut un équivalent. Diplomatiquement, il lui faut un équivalent. Cet équivalent, ça va être la Grande Croix. Donc la Grande Croix a un usage diplomatique très très fort encore aujourd'hui. C'est ce que le chef de l'État, encore aujourd'hui, va utiliser pour échanger avec un autre chef d'État à titre diplomatique. Récemment, parmi l'exemple le plus récent que je puisse vous donner, c'est que vous avez une décoration à titre de mérite, de récompense d'une carrière, c'est Burkhard. Vous avez une décoration à titre diplomatique, purement diplomatique, c'est la reine Camilla. La reine Camilla. Mais on ne récompense pas la reine Camilla de Grande-Bretagne en lui donnant la Grande Croix de la Légion d'honneur. On honore une amitié franco-britannique. On ne donne pas la Grande Croix à Charles III pour le récompensant de ses mérites. Non, c'est vraiment une récompense à titre diplomatique. C'est là où on fait toujours des mauvaises comparaisons, parce qu'on va comparer la décoration qu'on va donner à tel ou tel prince ou tel chef d'État et la décoration qu'on va donner à tel ou tel médecin, tel ou tel citoyen. Non, il n'y a aucune comparaison possible parce que, ne serait-ce que dans la cérémonie de remise, vous allez avoir une différence. Quand un citoyen français va recevoir la Légion d'honneur, le parrain de la cérémonie, celui qui remet, va prononcer in fine après le discours la phrase « Madame, Monsieur, au nom du Président de la République, je vous fais chevalier, officier, commandeur, grand officier, grand croix de la Légion d'honneur » et il y a l'accolade. Quand il va décorer un étranger, le parrain de promotion, qui est très souvent le chef d'État ou un général ou le grand chancelier, va dire « Madame, Monsieur, au nom du Président de la République, je vous remets les insignes de... » Il n'est pas compté dans les contingents. Donc quand je vous dis qu'il y a une vingtaine de grands croix aujourd'hui, ce sont 20 Français, citoyens français, françaises et français. Et pardon de ces questions insistantes, mais sur les 20 grands croix françaises vivantes, il y a combien de militaires et combien de civils? C'est surtout des militaires? Non, surtout des civils. Surtout des civils. Oui, tout à fait. On est dans une société qui s'est énormément, le mot est mal choisi, ou ça pourrait être un jeu de mots digne de Talleyrand, qui disait tout ce qui est civil, c'est ce qui n'est pas militaire. On s'est énormément civilisé dans les promotions de la Légion d'honneur. Depuis le Code de 62, depuis l'après-Seconde Guerre mondiale, les promotions sont de plus en plus civiles, puisqu'on est, on est de moins en moins, vu que ça dure, sur des théâtres d'opérations militaires. Je n'ai pas le nombre de femmes, par contre je peux vous donner... Alors, je vais vous donner un chiffre qui va vous faire bondir. Pour les grands croix précisément, je ne l'ai pas aujourd'hui. Par contre, la Légion d'honneur aujourd'hui, c'est à peu près 900 000 personnes de 1802 à nos jours. 950 000 à peu près aujourd'hui. 30 000 femmes dans ces 900 000. Alors là, vous allez dire, vous avez bondir, moi aussi, et vous aurez raison. Maintenant, les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut. Maintenant, on va les décortiquer, les analyser. De ces chiffres, vous avez une dizaine dans les années 1900. Vous en avez 7 sous le Second Empire, pardon, une cinquantaine dans les années 1900. Plus de 200 après la Première Guerre mondiale. Ça augmente. Tant et si bien que sur les 30 000, vous en avez 20 000 jusqu'à la parité qui se met en place dans les promotions civiles, donc en 2008. En 2008 se met en place la parité entre femmes et hommes dans les promotions civiles, vous avez 20 000 femmes décorées. Aujourd'hui, 30 000. Donc, voyez l'accélération. Et c'est là où c'est très intéressant, parce que moi-même, étudier la parité, il y avait des femmes qui se disaient femmes de la parité, ce qui est faux. Vous n'avez pas été nommé parce que vous êtes une femme depuis la parité. C'est juste qu'on a forcé le regard vers les dossiers. Le processus est le même. Préfecture, ministère, analyse des dossiers ici, on vérifie que vous n'avez pas conduit en état d'ivresse ou sans permis de conduire, que vous avez bien payé vos impôts, et ensuite le Conseil de l'ordre va analyser que vos mérites justifient. C'est juste qu'on a forcé le regard des ministères. Tout simplement. Et c'est très intéressant parce que Michel Perrault, avec qui on a beaucoup travaillé là-dessus, appelle cette parité un mal nécessaire. Forcer le regard. Parce que on n'a pas peu donné la Légion d'honneur parce qu'il y avait peu de femmes méritantes avant. On n'a pas peu donné la Légion d'honneur parce qu'il y avait peu de femmes qui travaillaient. C'est tout simplement une prise en compte d'un rôle dans la société. C'est la prise en compte. La Légion d'honneur, c'est la marque d'une prise en compte. Prenez un tableau belge flamand du XVIe siècle, d'une taverne.
Qui est-ce qui va travailler? Vous allez voir l'homme au comptoir, je caricature un peu, mais vous allez voir l'homme au comptoir en train de discuter, une chopine à la main avec les clients. Et vous allez voir la femme, un plateau à la main, en train de servir les clients. Depuis la nuit des temps, vous avez cela. Mettons qu'on ait dû donner la Légion d'honneur à cette formidable taverne, future étoilée Michelin, on l'aura donné à monsieur. C'est ce qui va s'inverser progressivement, c'est l'orientation du regard. Ce qui fait que les chiffres sont terribles, terrifiants, et en même temps, les chiffres montrent comment la tendance très récemment s'inverse. Vous avez une pièce que je vous conseille de Feydeau qui est très intéressante là-dessus, qui s'appelle La Décoration. Une pièce de Feydeau qui s'appelle La Décoration. Vous avez un médecin qui tient absolument, qui tuerait père et mère pour avoir la Légion d'honneur, qui met plus ou moins d'ailleurs en place le mariage de sa fille pour avoir la Légion d'honneur. Pas de bol, il a été à un bal un peu séditieux où il n'aurait pas dû aller. En revanche, sa femme, qui est dans toutes les œuvres de charité possibles et imaginables, c'est elle à qui on va donner la Légion d'honneur, qui n'ose pas l'avouer à son mari. Enfin bref, c'est du Feydeau après, donc on tombe dans le... Mais cette pièce est donc de la fin du XIXe siècle est très révélatrice et très amusante parce que c'est comment on va petit à petit aller vers le fait de... D'ailleurs, Première Guerre mondiale, on va décorer des infirmières. On va décorer des femmes, on va décorer des mères de familles nombreuses, mais pas parce qu'elles ont eu de nombreux enfants, parce qu'elles ont pris la tête de l'exploitation agricole. Pourquoi on les décore plus pendant la Seconde Guerre mondiale? Parce qu'elles ont pris les armes à la main, comme des hommes. Mais j'ai vu que Marie Curie avait reçu la grande croix de la Légion d'honneur, si je ne me trompe pas, mais Marie Curie n'a pas... Elle l'a refusé. Elle ne voulait pas recevoir la Légion d'honneur. Sa fille, Marie Curie ne voulait pas recevoir la Légion d'honneur, c'est sa fille qui l'a reçue pour elle. Comment ça, c'est sa fille? Sa fille a accepté la Légion d'honneur et elle a toujours dit qu'elle avait accepté la Légion d'honneur de sa mère. Que c'était pour les travaux de sa mère, que c'était en hommage à sa mère, que c'était plus celle de sa mère que la sienne. Mais Irène avait fait des travaux. Alors, je ne remets pas en cause ses travaux, je vous dis ce que elle disait. Je ne vous dis pas, encore une fois, je ne remets pas en cause le... Donc j'ai beaucoup d'admiration pour Irène. Ah mais moi j'aimerais exposer sa Légion d'honneur. Je ne sais pas où elle est, mais je rêverais d'exposer sa Légion d'honneur. Je trouve que c'est un parcours féminin formidable, mais qui en plus rend hommage à deux parcours féminins. C'est ce qui rend cela très très fort. Mais c'est pas la première fois qu'on dit que je suis honoré. Je suis honoré au nom d'un héritage familial. Je suis honoré. Elle avait été tellement maltraitée, Marie Curie, après la mort de son mari, que peut-être elle ne voulait pas... Ah non, c'était... Non, mais vous avez de nombreuses... C'est intéressant de l'étudier parce que vous avez beaucoup de légendes urbaines comme ça. Et donc là, c'est vrai. Typiquement, on a toujours dit que... Georges Sand, merci beaucoup. On dit toujours qu'elle ne veut pas être, qu'elle ressemblera à une vieille cantinière avec la Légion d'honneur. Elle n'a jamais dit ça. On ne lui a jamais proposé la Légion d'honneur. On a envoyé une partie des archives, la plus grande partie des archives historiques aux Invalides, ce qui les a sauvegardées. Cependant, le dossier du four, 1866, il y avait de fortes chances qu'il ne soit pas dans les archives, mais dans les bureaux. Donc je pense que le dossier du four, qui nous donnerait beaucoup d'indications et qui répondrait à tous ces petits points de mystère, était dans les bureaux au moment de l'incendie et fait partie de ces dossiers qui sont des trous dans la raquette. Il est complet dans la base Léonore? Non, justement, dans la base Léonore, c'est les bribes. Alors moi, j'ai été voir, du coup, comme c'est un trou dans la base Léonore, il n'y a rien. Donc j'ai été chercher des choses, ce que je pouvais dans les correspondances, dans ce que je pouvais trouver. J'ai pas pensé, c'est vrai, comme je savais que vous veniez, j'ai pas forcément pensé à contacter la Fondation du Four en me disant que de toute façon on était amené à échanger nos informations. De grandes croix en diamant sont cadeau personnel de l'empereur Napoléon III. J'en étais sûr. Vous répondez, j'en étais persuadé. Nota bene, les étoiles de la plaque ont été partagées entre les filles du général à son décès. Le centre seul subsiste. Les diamants de cette décoration, étoiles et plaques, ont été estimés par M. Mercier, joaillier, à 18 à 20 000 francs. Estimation confirmée par M. de Maffray. J'en étais persuadé. Est-ce que ces diamants sont encore dans la famille? Vous avez encore le centre en diamant ou des choses comme ça? Je sais pas si... Enfin, écoutez, moi, je suis pas une descendante, je suis la femme d'un descendant. Donc, c'est les étoiles qui ont été Ma partagées. sœur a une partie de la décoration, mais moi, je n'ai rien en En fait, possession. je serais très intéressé de les voir. Maintenant, je vais développer pourquoi. En fait, j'avais une hypothèse et vous y répondez. Sous le Second Empire et seulement sous le Second Empire, qui reprend une pratique mais pas très codifiée du Premier Empire, existe le fait de donner que Napoléon III donne une grande croix de
de la Légion d'honneur en diamant comme preuve d'une amitié particulière. Et il l'a fait à de très très rares occasions. Fould, Rouher à l'intérieur, à l'extérieur le sultan ottoman. Enfin, on a 7 cas. Donc, rarissime, Abdelkader, exactement. On a 7 cas. On n'en connaît que 7. On est en train de travailler dessus. Et c'est vraiment un usage rarissime. Parfois même, c'était les siens qui le donnaient. C'était fait par Osilmois. C'était vraiment une preuve d'une amitié particulière. Et j'avais le pressentiment, j'aurais parié que, maintenant je peux mettre mon petit doigt au feu, il n'y a plus de souci, qu'il avait reçu, je n'avais pas de preuve qu'il avait reçu une Légion d'honneur en diamant, et donc vous répondez vraiment à une interrogation, parce que celle-ci, c'est bien, mais c'est cheap, si je puis me permettre. Même pour une grande... Non, mais c'est une grande croix, c'est formidable, mais quand vous connaissez effectivement les liens entre les deux, mais maintenant, vous aviez 2 modèles différents, de 2 valeurs différentes, entre ceux donnés aux étrangers et ceux donnés aux Français. Et je serais très curieux, parce que je parierais qu'il lui a donné celui d'un Français, qui est plus riche. Donc je serais très curieux de savoir lequel des deux. Ce serait intéressant. Et ce qui est très intéressant, c'est quand vous donniez cela, vous donniez très souvent d'une manière déguisée un bien pécunier. Donner des légions d'honneur en diamant, c'était d'une manière... Et quand on voit que la famille l'a utilisé de cette manière, ce qui est tout à fait logique, ce qui ne dénie rien à la richesse de ce bien, ça rejoint tout à fait cela. Donc la première décoration étrangère que va recevoir en 1866 le général Dufour va être la décoration de Saint-Maurice et Lazare, qui, après l'ordre de l'Annonciade, qui est le plus haut des ordres de la monarchie sarde, de la monarchie italienne, mais qui est un ordre de chevalerie qui date du Moyen-Âge, l'ordre de mérite le plus haut, c'est l'ordre de Saint-Maurice et Lazare que vous avez là. Vous voyez cette croix couplée de Saint-Maurice et de Saint-Lazare, et c'est le plus haut ordre. Et en 1866, le premier ordre que reçoit Dufour, c'est l'ordre de Saint-Maurice et Lazare, que vous aurez derrière, que vous pourrez voir en vrai dans les ordres italiens. Ensuite, il va recevoir l'ordre de la couronne de fer autrichienne. Il la reçoit également cette année-là. Ordre magnifique que je vous montre à l'avers et au revers. Cet ordre, il est très amusant, il a une vraie consonance, parce que pour quelqu'un qui s'est battu dans la Grande Armée, qui a eu un rôle important dans la Grande Armée, il va recevoir un ordre initialement créé par Napoléon. L'ordre de la couronne de fer est un ordre créé par Napoléon, roi d'Italie, en 1805. Les Autrichiens, récupérant des territoires italiens à la chute du Premier Empire, vont conserver cet ordre de la couronne de fer, vont le rendre un petit peu autrichien, comme vous pouvez le voir, la globicéphale, marqué 1815, la date de création de l'ordre, qui est en fait la récupération de la couronne. Alors c'est un peu plus compliqué que ça, je vais à grands traits, mais de cette couronne de fer. Et donc de voir Dufour le recevoir, mais des mains autrichiennes, je trouve ça très intéressant et montre l'évolution de son parcours, évidemment. Et enfin, le dernier qui est assez étonnant, parce que assez peu connu, et moi c'est un des premiers que je vois, c'est justement lié aux personnes qui se sont engagées dans le fait d'avoir soigné des blessés des guerres de 1870-71, c'est l'ordre de Saint-Olga du Wurtemberg, et effectivement, Dufour va recevoir la croix de Saint-Olga, donc là réellement dans son rôle vis-à-vis de la Croix-Rouge, vis-à-vis de la Société, va recevoir en 72, et ce sera sa dernière décoration, 3 ans avant sa disparition, va recevoir la croix de Saint-Olga du Wurtemberg, qui était donnée avec beaucoup de parcimonie. C'est un ordre militaire, mais donné plutôt à ceux qui se sont consacrés aux soins des militaires, très particulier, de ces monarchies, de ces principautés allemandes qui ont été avalées progressivement par l'Empire allemand, qui participe à la guerre de 70, mais pas toujours avec la meilleure volonté du monde, due à une certaine francophilie. Je pourrais citer la Bavière, les troupes de Louis II de Bavière qui vont au combat à reculons. C'était un petit peu pareil pour certaines troupes wurtembourgeoises. Et donc, on a vraiment là la croix de quelqu'un qui est couronné dans son rôle, cette fois-ci vraiment lié aux blessés, au secours aux blessés, donc la Croix-Rouge. Voilà pour les distinctions. Jusqu'à quelle date a-t-il été décerné? A-t-il existé cet ordre? Il a existé juste tout le temps de l'Empire allemand. Sans être décerné très loin, il a pu être décerné, il a existé le temps... 1914. Voilà, tout à fait, même s'il n'était plus décerné à ce moment-là, tout à fait. Et enfin, je vais corriger une petite erreur, c'est pour ça que je l'ai imprimé.
mais sur Wikipédia, il y a toujours quelques erreurs, même si c'est plutôt fiable. Vous pouvez lire que le 5 mai 1821, il a reçu la médaille de Sainte-Hélène créée par Napoléon III. 121, oui. Je vous laisse réfléchir sur ma phrase. Non, le 5 mai 1821, Dufour n'a pas reçu la médaille de Sainte-Hélène créée par Napoléon III. Je m'explique. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est une médaille qui reprend l'effigie de Napoléon Ier, qui reprend la phrase de Napoléon Ier, donc, à ses compagnons de gloire, sa dernière pensée, Sainte-Hélène, 5 mai 1821, donc la date de la mort de Napoléon Ier. Mais en fait, qu'est-ce qui va se passer ? Il faut comprendre qu'être un ancien de la Grande Armée sous le Second Empire, c'est faire partie d'un lobby politique extrêmement puissant. On vous appelle avec un regard qui n'est pas si péjoratif que ça, bien au contraire, les débris de la Grande Armée. Ils sont réunis en associations de débris, et ces associations ont un pouvoir politique à un moment où le scrutin, notamment pour l'élection de Louis-Napoléon Bonaparte, va avoir une vraie importance, qu'ont une puissance politique dans les campagnes. C'est un petit peu, moi j'ai cette scène de beaucoup de films sur l'après-Première Guerre mondiale, où on voit, par exemple, le film France avec Pierre Ninet, où on voit un soldat, un poilu de la Première Guerre mondiale dans un bistrot, et tout le monde se lève et chante la Marseillaise. Eh bien, c'est ce poids politique qu'ont les grognards de la Grande Armée sous le Second Empire. Donc Napoléon III va les chérir énormément. Et la première médaille de l'histoire commémorative de l'histoire française, la première médaille qui est vouée à commémorer les faits d'armes des soldats, à dire « j'y étais », va être une médaille tournée vers ces soldats encore vivants, et va être la médaille de Sainte-Hélène pour les soldats encore vivants ayant combattu dans la Grande Armée. Et donc effectivement, très logiquement, Dufour va recevoir la médaille de Sainte-Hélène ayant combattu dans les rangs de la Grande Armée. C'est un des étrangers qui va recevoir la médaille de Sainte-Hélène, ce qui est particulièrement prestigieux et particulièrement intéressant parce que vous n'avez pas tant que ça des personnes qui vont... Vous n'avez plus tant de grognards, vous en avez quand même quelques-uns en France, mais vivants. Donc c'est une médaille très intéressante politiquement et qui témoigne de l'attachement de l'héritage napoléonien du Premier Empire sous le Second Empire et du poids politique qu'il avait. Mais évidemment, ça n'a pas été donné le 5 mai 1821. Mais ce n'est pas la première fois que je l'entends, hein. C'est exactement comme les médailles, parce qu'on les voit mieux. Petite anecdote amusante et après je vous libère. Donc le commandeur, qui est absolument magnifique, que reçoit Dufour, est un commandeur de la Deuxième République, donc cette période où vous n'avez plus de couronne, et vous avez marqué Bonaparte premier consul, parce qu'on donne une décoration républicaine. Et donc moi, j'ai au moins 1 ou 2 fois par an des personnes qui viennent me voir qui disent « Écoutez, j'ai une rarissime Légion d'honneur de la période du consulat. De la période où Napoléon Bonaparte était premier consul, regardez, il y a marqué Bonaparte premier consul. » Je leur dis, excusez-moi, je suis absolument désolé de vous dire que non, en fait, ça date bien plus tard de la Deuxième République, mais c'est la période où on a utilisé Napoléon Bonaparte premier consul. Une petite question sur la croix de Sainte-Hélène. C'est vous qui êtes qui notez, ça dépend de la Légion d'honneur? Alors, sa remise a dépendu sous le Second Empire de la Légion d'honneur. Nous avons des registres, tout à fait. Donc c'est dans vos registres? Quand il en reste, parce que c'est une médaille du Second Empire, donc quand on vous dire que là, on est comme, je dirais, sur des décorations qui à l'époque n'étaient pas si historiques que cela, donc une partie des registres a disparu. Deuxième question, si vous avez parlé des erreurs que vous trouvez sur Wikipédia, on sait qu'on peut les rectifier. Est-ce que vous le faites? Moi, je sais que j'ai été 2-3 fois. Ça m'arrive. Je suis intervenu pour faire modifier des choses, notamment sur la croix de Sainte-Hélène, où j'ai été dans la liste et il n'était pas dedans, Dufour. Donc j'ai essayé de faire, ils m'ont promis qu'il le rajouterait. Je le fais quand on en a le temps, ça m'est déjà arrivé. Je reconnais que c'est quelque chose qui prend aussi beaucoup de temps pour de petites équipes, donc ça arrive. Les descendants de M. Dufour, voilà, madame m'a dit. Moi j'ai regardé, donc le général Dufour ne figure pas dans les grands croix de la Légion d'honneur en 1866 sur Wikipédia. Parce qu'il est étranger. Les étrangers ne figurent pas, hélas. Il est considéré comme citoyen suisse. Et dans les listes de grands croix, effectivement, comme je vous disais, comme les étrangers ne sont pas considérés comme membres de la Légion d'honneur, ils n'y figurent pas. Cela répond à votre question. Ça n'enlève rien. Et là, en l'occurrence, pour Dufour, c'est particulier. Il y en a d'autres. Oui. Non, mais c'est bien là, c'est le problème, c'est qu'en fait, les contingents étrangers ne sont pas toujours publiés, ne figurent pas toujours. Donc ça explique les trous dans la raquette. Je vous explique pourquoi il n'y est pas, mais ça se modifie, ça s'enrichit. Tout à fait, ça se rajoute. Voilà, c'est assez amusant, mais c'est pareil, il faut toujours se méfier de ce qu'il y a écrit, de ces symboles, surtout de ces légions d'honneur qui ont été beaucoup modifiées, beaucoup au gré des régimes et au gré même du parcours des récipiendaires. Voilà pour les décorations générales Dufour. Vous êtes ici dans la salle des ordres étrangers. Donc dans la salle qui est consacrée aux différents pays du monde, qui est un peu un cabinet de curiosité, où vous pouvez
ouvrir les différents tiroirs, découvrir les différents pays du monde, les différents ordres des pays du monde, de l'Allemagne, l'Italie, en passant par l'Europe, Russie, Espagne, Portugal, États-Unis, Moyen-Orient, Afrique, Asie. Je vous laisse maintenant, je suis là pour répondre à vos questions, justement. Je suis là pour échanger un maximum avec vous et je vous laisse terminer tout de suite par un temps de découverte du musée avant que vous puissiez rejoindre la Maison des Polytechniciens. Et je vous remercie d'être venu découvrir ce musée. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, je viens de découvrir ici une décoration qui m'aime personnellement. C'est Michel Hollard, Tout à fait. qui a été aidé par la Suisse, véritablement, pour remplir sa mission, et qui a été celui qui a trouvé les plans du V1, mais pas que ça. Tout à fait. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui ne voulait pas qu'on parle de lui. Et il y a un livre qui s'appelle L'homme qui a sauvé Londres. Tout à fait. Et je suis amie avec sa petite fille. Voilà. Donc, merci de l'avoir choisi C'est tout à comme fait décor normal. de l'Angleterre et de la France. Vous pourriez C'est bien répéter normal. le nom, madame, j'ai pas Michel Hollard. Hollard. Michel Hollard est un résistant qui a passé à une petite centaine de fois la frontière franco-suisse pour apporter des renseignements. Il les apportait au consulat britannique de Berne et qui a notamment, parmi ses plus grands exploits, découvert les sites des bases de lancement de bombes volantes V1 et va transmettre ces plans justement par le consulat britannique de Berne au MI6, au service secret, à l'intelligence service britannique, qui va permettre ces opérations qu'on appelait les opérations crossbow, les opérations arbalète, de bombardement de ces sites pour rendre les V1 inopérantes. Et c'est un rôle extrêmement important. Et c'est vrai que Michel Hollard est une de ces figures. C'est une de ces figures de la France libre trop ignorée par rapport à leur rôle. Mais vous savez que la France libre a eu aussi un versant très politique, que lui répondait non pas au réseau de la France libre, mais au service, au SIS, donc au Secret Intelligence Service directement, ce qui fait qu'il n'a pas fait partie notamment des Compagnons de la Libération, puisqu'il il répondait directement aux Britanniques. C'est pour ça que son rôle est parfois moins connu, moins que d'autres. Un livre lui a été consacré. Plusieurs livres lui ont été consacrés. Plusieurs, tout à fait.